Bonsoir à tous. On démarre notre dernière conférence. Merci d'être là. On fait la fin de journée, donc c'est pas facile, mais on va essayer de vous tenir en haleine parce que le sujet est crucial, l'insertion des jeunes et l'apprentissage. J'ai l'honneur d'animer cette table ronde, donc je suis Thierry Fabre de Challenge, avec un panel très diversifié. Je vous présenterai les invités au fur et à mesure de leurs interventions. Juste pour planter le décor en une minute, ce sujet-là, il est crucial et, comment dire, bon, il m'interpelle parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est l'échec français. Quand on parle d'apprentissage et d'insertion, on entend parler depuis fort longtemps et quand on voit les chiffres, ils font froid dans le dos. Quand on considère qu'en France, autour de 2 millions de jeunes sont considérés comme sans emploi et sans formation, que chaque année, même si le flux a diminué, auparavant il y avait 150 000 jeunes qui sortaient sans formation et sans diplôme, aujourd'hui, selon le ministère, on nous confirmera les chiffres, on serait en dessous de 100 000. On progresse, mais vous vous rendez compte, 100 000 personnes, 100 000 jeunes encore. Quand on se compare, alors on a toujours du mal avec les comparaisons, mais quand on se compare à nos amis allemands, le taux de chômage des jeunes, il est autour de 25% en France, il est inférieur à 8% en Allemagne. Quand on compare le nombre d'apprentis, évidemment les Allemands ils font ça depuis longtemps, on dit c'est une culture, d'accord, ils ont 1,6 million d'apprentis, on est toujours à 400 000 en France, et on en discutait avant de préparer la table ronde, les Britanniques donc, ont eux doublé leur nombre d'apprentis et sont allés à 800 000. Donc pourquoi ça ne marche pas? Moi c'est cette question qui m'interpelle et j'aimerais bien que nos invités essayent de nous apporter des réponses. Pourquoi depuis tant d'années on dit l'apprentissage c'est bien, ça permet d'insérer les jeunes et ça ne progresse pas. Donc voilà, on va démarrer directement avec Monsieur Charbonnier, qui est un expert de l'éducation, qui travaille à l'OCDE, qu'on connaît bien à Challenge, puisqu'on l'interroge souvent sur ce fameux classement PISA, vous savez, qui classe les résultats des élèves de 15 ans et qui fait un peu mal pour la France, il faut bien le dire. Ces dernières années, ça n'a pas été brillant du tout. Et donc, Monsieur Charbonnier va nous poser un peu le diagnostic et notamment comment se situe la France par rapport à ses voisins en matière d'insertion de ces jeunes. Je vous passe la parole. Merci, bonsoir à tous. Et vous avez déjà cité un grand nombre de chiffres qui sont importants à connaître, mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'était intéressant d'ailleurs de voir les startups qui parlaient d'un investissement dans le primaire, parce que la grande lacune du système d'éducation qu'on mesure dans PISA à 15 ans, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et les inégalités, en fait, elles commencent dès la scolarisation en crèche, elles s'accentuent en maternelle, elles continuent au primaire, des niveaux d'éducation où la France, pendant longtemps, a sous-investi. Il y a un retournement depuis 2012 où on se rend compte qu'il faut investir dès le primaire pour permettre aux jeunes d'avoir de meilleures compétences et pour s'attaquer à la réduction des inégalités. C'est ça le véritable problème. 100 000 jeunes sortent sans qualification, c'est un chiffre. Finalement, ce chiffre-là n'est pas si alarmant. C'est bien trop, bien sûr, mais quand on le compare aux autres pays, en termes de décrochage scolaire, la France est en dessous de la moyenne européenne, avec autour de 9% des jeunes sans qualification. Le véritable problème, c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on sort sans qualification du système d'éducation en France, c'est quasiment un échec tout court dans la vie. C'est difficile de s'insérer. Professionnellement, il y a une spirale qui se crée et qui fait qu'on tombe dans une très grande précarité. Un jeune sur 4 de 25 et 34 ans sans qualification est au chômage. La moyenne des pays de l'OCDE est 18%. Donc s'attacher à réduire les inégalités, s'attacher à réduire le décrochage, c'est important. Puis aussi avoir une réflexion sur ce qu'on fait quand on est décrocheur. Il est anormal qu'en France, ça conduit à finalement une précarité, alors que dans d'autres pays, on peut décrocher, puis on peut rattraper le train plus tard. Donc il y a une véritable réflexion aujourd'hui pour permettre aux décrocheurs d'avoir accès à un retour à l'éducation. Les pays nordiques, les pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les pays comme le Danemark, qui est un exemple parmi les pays nordiques, ont mis en place tout un ensemble de mesures qui fait que quand on est décrocheur, on a la possibilité de rattraper le train, d'avoir accès à des formations, de revenir même dans l'éducation pour sortir avec une qualification. Donc je crois que c'est le premier angle
sur lequel il est important d'investir aujourd'hui en France. Cette lutte contre le décrochage et permettre à ces jeunes de revenir dans l'éducation, parce que sans diplôme, on a du mal à s'insérer. La deuxième grande difficulté, c'est qu'il faut valoriser nos filières professionnelles. Aujourd'hui, ça me semble aussi alarmant que le décrochage scolaire, voire plus, c'est que les filières professionnelles sont considérées très souvent par les parents comme une voie de garage. C'est-à-dire l'échec scolaire dont je vous ai parlé, qui commence dès le primaire et qui s'accentue au collège. Quand on a vraiment des grandes difficultés, on va aller dans une filière professionnelle. Mais si on a des bons résultats ou même des résultats moyens, on n'aura aucune envie d'aller dans ces filières-là. C'est ça qui nous différencie des autres pays voisins. On a cité l'Allemagne, mais on pourrait citer la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, le Royaume-Uni. Ce sont des pays où on peut envisager une carrière avec un diplôme professionnel et aussi une poursuite d'études. Car il faut bien savoir qu'aujourd'hui, en France, quand on sort avec un bac professionnel, si on veut continuer ses études universitaires, on va avoir beaucoup de mal. Soit on veut rentrer dans des filières qui sont destinées pour ces élèves-là, a priori les BTS et les STS, mais on se retrouve bloqué souvent parce que les bacheliers généralistes et technologiques veulent aller aussi dans ces filières. Donc on se retrouve par défaut à l'université. Il faut savoir que le taux d'échec, 3 étudiants sur 4 des filières professionnelles sont en échec dès la première année universitaire. Donc il y a un problème d'insertion avec un bac pro et il y a également un problème de poursuite d'études une fois qu'on a le diplôme. Donc là, c'est vraiment un état d'alerte et pour cela, c'est pour ça que le thème de la table ronde et avoir des gens du milieu de l'entreprise, avoir des gens du milieu de l'éducation, c'est important. Parce que c'est justement en améliorant les partenariats entre entreprises et éducation qu'on arrivera à changer les choses. C'est vraiment cette impression, quand on regarde la France par rapport aux autres pays, c'est que souvent on se rejette les responsabilités. Le monde de l'éducation a l'impression que le monde de l'entreprise ne joue pas le jeu, sur tout ce qui concerne par exemple l'apprentissage, et le monde de l'entreprise a l'impression de ne pas être écouté dans le contenu des filières, parce que souvent il y a des filières professionnelles qui ne sont pas en lien avec les besoins du marché du travail. Donc là, il faut vraiment changer les mentalités, c'est-à-dire créer un véritable partenariat comme ça existe en Allemagne. Et aussi, il faut que le monde de l'entreprise ait ses possibilités de travailler de façon proche avec le monde de l'éducation. Je vous prends l'exemple de l'Allemagne. Il est très courant d'avoir des formateurs qui viennent du milieu de l'entreprise. Ils sont à temps partiel dans l'entreprise et l'autre temps partiel est dans le monde de l'éducation pour aider les jeunes à s'insérer. Un dernier chiffre, l'apprentissage. Là aussi, c'est un grand chantier. On sait très bien qu'on arrive mieux à s'insérer sur le marché du travail quand on a une expérience en apprentissage. En Allemagne, on est à 9 sur 10. En France, autour de 2 à 3 apprentis. Donc, il y a un véritable problème. Et il y a un problème aussi de régulation du travail. Ce qu'on a souvent tendance à dire sur l'Allemagne, c'est qu'aussi le coût d'un apprenti pour l'entreprise est bien moindre, 3 fois moindre au coût d'un apprenti pour une entreprise française. Donc il y a tout un ensemble de réflexions aujourd'hui sur ces filières-là, sur le décrochage scolaire et sur les filières professionnelles. Ça veut dire qu'il faut changer nos mentalités. En France, on est un système qui est très attaché à son élite. Vous avez les études PISA, quand on regarde les bons élèves, elles vous disent que la France s'en sort très bien sur ce point-là. Un élève sur 2 a des bonnes performances, un élève sur 2 s'insère très bien sur le marché du travail, mais on a eu tendance pendant très longtemps à oublier qu'il fallait investir aussi pour les plus défavorisés. Donc c'est ça la grande tendance qui passera vraiment par un investissement en priorité pour lutter contre le décrochage sur les filières professionnelles pour permettre au système d'éducation français de remonter le niveau par le haut. Merci. Merci beaucoup d'avoir planté le décor comme cela. Alors, je passe la parole à Pierre Ferracci. Alors, Pierre Ferracci, c'est un homme d'entreprise puisqu'il dirige le groupe Alpha, qui est un groupe qui conseille notamment les comités d'entreprise. Mais il a aussi d'autres fonctions. Il préside le Conseil national... J'oublie toujours le Conseil national éducation économie, pardonnez-moi. Et donc c'est un peu ce conseil, le trait d'union en fait entre l'éducation et l'entreprise. Donc il est un peu au cœur même de ces entretiens. C'est notre trait d'union. Et donc il pourra, je pense, faire ce premier diagnostic. Moi j'ai envie de savoir pourquoi ça dysfonctionne, pourquoi est-ce que ça progresse aussi peu. Voilà, le diagnostic de M. Charbonnier montre qu'on est quand même à la traîne, notamment en matière d'apprentissage. Donc qu'est-ce que
parlons des premiers blocages. Qu'est-ce qui bloque, Pierre Ferracci? Merci Thierry, bonjour à tous. Oui, alors le CN2E est sous la tutelle du ministre de l'Éducation, donc j'aurai l'occasion d'en parler au ministre qui a évoqué certains sujets avec nous ce matin. C'est une structure qui a été créée il y a 4 ans, effectivement, pour rapprocher le monde de l'éducation et le monde de l'économie. Et parmi les sujets intéressants que nous traitons, mais que je n'évoquerai pas ce soir, nous sommes en train de nous pencher, nous terminons nos travaux, sur les programmes d'économie au lycée, après les petits incidents qu'il y a eu il y a quelques mois, avec le Conseil supérieur des programmes, et nous devons remettre à la fin du mois au nouveau ministre nos réflexions et nos propositions pour améliorer les choses, mais la priorité étant au ministre, je me garderai bien entendu, malgré la qualité des auditeurs que nous avons ce soir, d'évoquer le sujet. Alors pour revenir à ce que vous évoquiez, Thierry, d'abord moi j'ai toujours tendance à commencer par une note optimiste, et Éric Charbonnier l'a évoqué et vous l'avez un petit peu évoqué aussi. Il y a moins de jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif. Bon, je pense que Brigitte Doriat évoquera le sujet. On est tombé en dessous des 100 000. On évoquait depuis des années le chiffre de 140 à 150 000. Il y en a moins aujourd'hui, mais ça laisse entier le problème qu'évoquait Éric, c'est qu'en sortant sans qualification ou avec une très faible qualification, ils ont de gros problèmes d'insertion qu'on règle moins bien que des pays, et notamment que les pays du Nord qui ont été évoqués, mais que certains pays aussi qui ne sont pas la Suède ou la Finlande qu'on évoque, ou le Danemark qu'on évoque souvent. Et ça renvoie notamment, c'est un sujet qui nous est cher puisqu'on l'a traité aussi dans notre CN2E, ça renvoie notamment à la vision qu'on a de l'alternance et de l'apprentissage. Bon, le président Frérot l'évoquera mieux que moi tout à l'heure, mais il est très sensible à ces sujets. Moi, je m'en contenterai d'évoquer un point culturel, l'apprentissage à mauvaise presse, tout simplement, par rapport à des pays voisins. La culture élitiste qu'évoquait Éric Charbonnier chez nous fait que le passage par les filières d'apprentissage est mal vécu par les familles. Et c'est un peu dommage parce que d'abord il y a des filières qui passent par l'alternance et par l'apprentissage qui débouchent sur des métiers de très grande qualité, et puis que tous les métiers au final sont de qualité quand on s'y exprime, qu'on s'y épanouit et qu'on y gagne sa vie. Donc il y a d'abord un problème culturel qu'il faut traiter. Moi, je dirais, venant du monde de la formation professionnelle et du monde de l'emploi, et ayant découvert au travers du CN2E les qualités et les défauts de notre système éducatif, je trouve aussi qu'il y a un problème de passerelle entre la formation initiale et la formation professionnelle, qui se traduit d'ailleurs sur le terrain de l'apprentissage par la cohabitation de pratiques différentes, certaines qui relèvent des partenaires sociaux, le contrat de professionnalisation, d'autres qui relèvent de l'éducation nationale, tout ce qui est apprentissage et lycée professionnel. Et je trouve qu'on parle souvent très bien de la formation tout au long de la vie, mais on a du mal à la faire vivre. Et on a du mal, je pense que Antoine Frérot évoquera notamment les problèmes de SAS pour passer du monde de l'éducation au monde de l'apprentissage. Quand on a des gamins qui n'ont pas, enfin des gamins qui sont des adolescents qui n'ont pas la maîtrise des fondamentaux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des sujets qu'il faut traiter dans notre pays, et qu'a évoqué le ministre tout à l'heure, mais qu'évoquent tous les ministres successivement, donc il faut maintenant vraiment passer à l'acte, c'est le traitement de la scolarité des tout-petits. C'est là que l'apprentissage des fondamentaux, écrire, lire, calculer, se fait, se pratique. Et par rapport aux pays scandinaves qu'on cite souvent comme référence, on a beaucoup à faire. Moi j'ai souvent retenu le message d'un ministre précédent de l'éducation qui disait que 80% des gamins qui sortaient illettrés de la formation primaire, de l'école primaire, le restaient tout au long de leur vie. Et je suppose que les 20% ensuite, on les regagne avec un coût qui est assez important pour la société. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent chez les tout-petits, mais après, il faut régler aussi les rapports entre l'éducation nationale et les entreprises, bien sûr. Là, ça renvoie au problème culturel qu'on évoquait. Je pense que là aussi, ça a avancé quand même. Hein. Peut-être que l'Institut de l'entreprise y est aussi pour quelque chose. Peut-être que le CN2E, depuis 3-4 ans, y est aussi pour quelque chose, en travaillant sur le parcours à venir, en travaillant sur des compétences transversales qu'il faut aussi acquérir pour rentrer sur le marché du travail. Je pense notamment aux compétences numériques. Mais il faut aussi travailler sur la gouvernance globale du système de formation initiale et de formation professionnelle. On évoquait tout à l'heure en aparté avec Antoine Frérot les questions d'apprentissage. Quand vous avez l'État avec l'éducation nationale, les partenaires sociaux et forcément les entreprises et
les salariés ou les futurs salariés qui sont concernés, ben, il faut un système qui soit un peu plus lisible, un peu plus transparent, un peu mieux huilé. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. On nous annonce une réforme de l'apprentissage et une réforme de la formation professionnelle. J'espère qu'on clarifiera ces problèmes de gouvernance. Ces problèmes de gouvernance, ils sont, à mon avis, assez simples à traiter quand il y a une volonté politique derrière. Tout le monde est légitime pour traiter du sujet de l'apprentissage. L'éducation nationale l'est. Les régions le sont sans doute, surtout quand on leur confie une partie de la manne financière. Mais si on se contente de leur filer une partie de la manne financière sans les engager un peu plus en termes de responsabilité dans la gestion du système, on fait, à mon avis, fausse route. Donc, ou on va jusqu'au bout du chemin, ou on recule. Les entreprises sont légitimes, mais elles ont aussi des progrès à faire dans ce domaine-là. En matière d'orientation, tout le monde s'en mêle et le système est assez opaque pour les acteurs qui doivent bénéficier de la façon d'entrer de façon efficace sur le marché du travail. Donc moi, je pense qu'il faut traiter à la fois le problème culturel et le problème de gouvernance, et ce lien entre la formation initiale, l'éducation initiale et la formation professionnelle qui fait défaut aujourd'hui. Alors ça passe, Éric Charbonnier l'a évoqué, par des choses très concrètes. En Allemagne et en Suisse, les partenaires sociaux, les entreprises, les branches professionnelles sont très impliqués dans la construction des cartes professionnelles et des formations qui en découlent. Bon, chez nous, il y a ces réticences qu'on est en train de surmonter, mais qui existent encore et qui font que le dialogue a un peu plus de mal à s'instaurer. C'est décisif, c'est décisif. On ne peut pas dire à la fois que les formations doivent déboucher sur des métiers et donc du pouvoir d'achat pour les personnes qui vont rentrer sur le marché du travail, et continuer à regarder, par exemple dans le secteur tertiaire, des milliers de personnes, souvent des femmes d'ailleurs, qu'on envoie sur des formations qui sont devenues aujourd'hui obsolètes. On a travaillé là-dessus au CN2E, on en parlera peut-être du côté de Brigitte Doriat également, mais je trouve que ce n'est pas possible et les responsabilités sont partagées, mais il faut bien évidemment les traiter aujourd'hui parce qu'autrement la désespérance va continuer à monter. Donc il y a des choses qui sont finalement assez simples, mais qui nécessitent un peu de courage politique, parce qu'il faut clarifier les compétences, remettre chacun à sa place. Être légitime pour parler d'un sujet, ça ne veut pas être légitime pour gérer le système. Je veux dire, on peut être légitime pour l'évaluer, on peut être légitime pour participer aux orientations stratégiques, mais après, il ne peut pas y avoir plusieurs pilotes dans l'avion, comme l'a dit un ex-ministre célèbre qui a d'ailleurs fait beaucoup pour développer notre système de formation professionnelle, je pense à Jacques Delors. Quand vous avez plusieurs pilotes, à l'arrivée, il y a forcément une défaillance. Donc traiter ces problèmes de gouvernance, traiter ce problème de la relation entre l'éducation et la formation professionnelle, rapprocher le monde du système, le système éducatif et les entreprises, ça permettra à mon avis de dépasser les obstacles qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on a avancé dans le débat, puisqu'on a déjà pointé un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, je me tourne vers Antoine Frérot. Tout le monde vous connaît ici. Hein, vous êtes président de l'Institut de l'entreprise et PDG de Veolia. Alors, on va essayer de mettre maintenant le focus sur les entreprises et notamment d'essayer de répondre à la question pourquoi si peu ? Pourquoi si peu d'apprentis ? On disait 400 000 par rapport aux 1,6 million allemands. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche d'avoir plus d'apprentis? Vous êtes très impliqué dans le sujet, je tiens à le relever, puisque vous avez orienté les travaux de l'Institut de l'entreprise sur ces sujets-là. Vous êtes un peu omniprésent dans les médias autour de ce sujet, donc on est très content de vous avoir à cette table ronde pour nous exposer vos positions. Merci. Tout d'abord, je voudrais commencer par apporter un témoignage. L'apprentissage, ça marche. Il y a 20 ans, Veolia, qui est une entreprise avec des caractéristiques particulières, notamment forte en intensité de main-d'œuvre et forte en intensité technique, a décidé de recruter la majorité de ses collaborateurs, d'abord en France, puis maintenant à l'étranger, par ce système en montant ses propres centres d'apprentissage. Depuis 10 ans, c'est 70% des collaborateurs, col bleu comme col blanc, qui sont recrutés après apprentissage. Et il se trouve que pour ces métiers-là, c'est peut-être pas vrai pour tous les métiers, les fameux décrocheurs, ceux qui ont bien sûr envie de travailler, mais qui sont décrocheurs, ces métiers-là sont bien adaptés. Et ce sont ces décrocheurs que nous prenons pour former nos futurs collaborateurs col bleu. 95% obtiennent leur diplôme. Les CAP, les BEP, les Bac Pro, le BTS, qu'on a d'ailleurs construit avec l'éducation nationale. Et donc, ça marche. Pourquoi diable ce n'est pas plus développé en France? Il y a, à mon avis, 4 raisons.
La première, l'apprentissage n'est pas assez attractif pour les entreprises. La deuxième, l'apprentissage n'est pas assez attractif pour les jeunes. La troisième, on n'utilise pas les infrastructures éducationnelles que notre pays possède pour les orienter là où ça serait intelligent sur l'apprentissage. Et enfin, le dernier point, c'est les problèmes de gouvernance que Pierre a rappelé il y a quelques minutes. Je commence par le premier. Pourquoi l'apprentissage n'est pas assez attractif pour les entreprises? Je passe sur les tracasseries administratives qui vont finir par être réglées. 1, l'apprentissage coûte cher. Et 2, les entreprises ne trouvent pas de jeunes apprentis avec le niveau de qualification minimale qu'ils recherchent. Un jeune qui sort du collège sans les qualifications minimales ne peut pas rentrer en apprentissage. Les Allemands l'ont bien compris. Les Allemands ont créé pour cette portion, qui est la même que chez nous, hein, les 100 000 à rapporter leur population par an. Ils ont créé un SAS, une année de rattrapage entre la fin, allez, on va dire, eux c'est la Hochschule, mais enfin, entre d'autres collèges et l'entrée d'apprentissage. Et l'État le finance. Au bout d'un an, ces jeunes-là ont la capacité de rentrer en apprentissage. Les Allemands ne le font pas avec leur système d'éducation nationale classique, puisque ce système les a eus pendant 10 ans, les enfants, et n'a pas réussi. Et d'ailleurs, cette école-là, elle leur sort par les trous de nez. Excusez-moi l'expression. Les enfants n'ont plus envie de travailler dans cette école. Et donc, il faut trouver d'autres voies pour leur donner le bagage minimum qui leur manque. C'est pour ça que chez Veolia, ces jeunes-là passent leur CAP en 2 ans, alors que normalement, c'est une seule année aurait suffi pour le CAP. Et d'ailleurs, nous avions construit les CAP pour 1 an. On s'est résolu à les faire pour 2 ans. Donc, les entreprises ne trouvent pas, notamment les petites, ces jeunes avec ce bagage supplémentaire nécessaire. Et quand on doit le financer par l'entreprise, bien évidemment, ça double le coût et ça devient rédhibitoire. Donc, il faut absolument, trouver un moyen de mettre en place ce système de SAS avec un système un peu différent de l'école classique, et 2, pour l'année qui suivra, ou les 2-3 années qui suivront en apprentissage, faire financer par les fonds de la formation professionnelle une partie du coût de l'apprentissage que les entreprises, sinon, ne peuvent pas supporter, notamment les petites. En Angleterre, les Anglais ont décidé que c'était 2 tiers payés par l'État, 1 tiers par les entreprises, à peu près la même chose en Allemagne. Il faut faire la même chose. On résoudra les 2 problèmes qui, aujourd'hui, ne rendent pas l'apprentissage attractif pour les entreprises. Pour les jeunes, il y a 2 autres problèmes. Le premier, c'est l'information. Quand on suit une filière professionnelle et qu'on va faire de l'apprentissage, il faut choisir jeune son métier, malheureusement. C'est très différent dans la filière générale, et donc on a le temps d'y réfléchir, on a le temps de maturer. Comme il faut la choisir jeune et tôt, il est nécessaire que les familles et les jeunes aient davantage d'informations. Dieu sait si avec les moyens modernes de communication, on devrait pouvoir améliorer ça. Aujourd'hui, c'est insuffisant. Et donc les familles sont perdues, n'osent pas se décider, les jeunes n'osent pas se décider à 15, 16, 17 ans à choisir une voie. Ils pourront toujours d'ailleurs en changer après si ça leur plaît plus. Mais il y a un déficit d'information, et un déficit d'information par les pairs. Car rien de tel pour un jeune d'entendre d'autres jeunes, éventuellement un peu aînés, de quelques années plus vieux qu'eux, à travers les réseaux sociaux. On pourrait facilement organiser une forme d'explication de ce que c'est que ce métier, de ce qu'ils ont choisi, pour favoriser ce choix. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est celle que Pierre Ferracci a rappelée, l'apprentissage à mauvaise presse, ou la filière professionnelle à mauvaise presse, l'apprentissage aussi, parce que c'est considéré comme une voie de garage. On ne peut pas faire d'études supérieures par cette voie-là. Et donc, on va tout faire pour essayer l'autre voie. Pour tuer cette idée, il faut qu'on puisse faire des études supérieures par cette voie-là aussi. Alors, on sait que l'apprentissage, c'est curieusement pas beaucoup, mais un peu développé en études supérieures, à partir d'ailleurs de la filière générale, pas de la filière professionnelle. Et que ça marche très bien. Bon.
Les entreprises sont friandes de ces jeunes qui ont fait leurs études supérieures à l'apprentissage. Je peux vous dire que chez Veolia, dans des métiers d'encadrement et de commandement sur le terrain, les cadres jeunes que j'embauche en sortie d'apprentissage au niveau de Bac+5 sont beaucoup plus efficients et efficaces que ceux qui sortent des grandes écoles. Parce que il y a eu 7 années ou 16 années de confrontation avec un réel que les autres n'ont pas. Peut-être que l'école ne mélange plus assez les classes sociales, mais ça c'est un autre débat. Mais en tous les cas, pour revenir au premier point, il faut pouvoir assurer que pour ceux qui le souhaitent et ceux qui sont capables, on puisse faire des études supérieures par apprentissage. Et là, on rendra l'apprentissage attractif pour les jeunes. Ensuite, il y a les lycées professionnels. Ça coûte cher l'apprentissage parce qu'il faut s'occuper davantage des jeunes. Et en plus des enseignants, et chez nous par exemple dans nos campus ce sont bien sûr des enseignants d'éducation nationale qui donnent des cours de base. Il y a les tuteurs et les tuteurs passent beaucoup de temps. Donc ça coûte plus cher que le système général qui en plus est massifié et donc bénéficie de l'effet d'échelle. Il faut donc remettre de l'argent. Cet argent, on l'a. La taxe d'apprentissage qui est collectée sur les entreprises en France n'est pas utilisée, mais j'y vais y revenir, uniquement pour l'apprentissage. Si on utilisait rien que ces sommes, on en aurait assez d'argent. À condition toutefois qu'on utilise les infrastructures qui existent dans le pays. Aujourd'hui, les infrastructures qui existent sont bien au-delà des CFA, ce sont les lycées professionnels. Dans chaque classe d'âge, à peu près 40% d'une classe d'âge, madame, rentre en filière professionnelle. 60% dans la filière générale. C'est un peu plus en Allemagne, mais guère plus. Sauf qu'en Allemagne, 90% de ceux qui vont en filière professionnelle poursuivent cette filière professionnelle en apprentissage. En France, c'est 10%. L'échec de la filière professionnelle, ce n'est pas les 10 qui sont en apprentissage, c'est les 90 qui ne le sont pas. Il faut donc davantage utiliser les lycées professionnels pour l'apprentissage. Et là, on a un autre souci qui est le statut des professeurs. Un apprenti, en France comme en Allemagne, c'est un salarié. Il travaille 35 heures par semaine, il a 5 semaines congés payés, mais donc il travaille à peu près 47 semaines par an. En enseignant, ce n'est pas le cas. Il faut, sur la base du volontariat, proposer, me semble-t-il, aux enseignants de revoir leur contrat, de les payer bien davantage, pour ceux qui sont prêts à assurer cet encadrement, parce que ces enfants ont besoin de davantage d'encadrement. Et là, on utilisera ce qu'on dépense déjà pour les lycées professionnels, et on y rajoutera ce qu'il convient pour rattraper par apprentissage, et donc mener une large partie des 40% qui s'engagent dans la filière professionnelle dans l'apprentissage. C'est là-dessus peut-être que le ministre n'a pas été clair tout à l'heure. Bon, moi, je reste persuadé que l'utilisation des lycées professionnels, ne pas utiliser les lycées professionnels serait un massacre. C'est de l'argent qui est gâché. Bon, on peut l'utiliser. Mais il y a un gros travail ensuite de voir comment on peut effectivement mettre de l'apprentissage dans les lycées professionnels. Vous pouvez conclure, M. Frérot. On va traiter ces questions dans le débat. Vous les posez. Il reste la gouvernance. Bon. Les sous, d'abord. Ça demande des sous. Le pays en produit. L'argent de la formation professionnelle, mais même rien que l'argent de l'apprentissage permettrait de financer ce que je viens d'évoquer. Malheureusement, nuitamment, il y a 3 ans au Parlement, on a décidé de prendre de l'argent de la taxe professionnelle que les entreprises payent. Très peu d'ailleurs l'utilisent pour former leurs gens, ce qui est un scandale. Non. Mais on aurait dû donc la garder, cet argent, pour le mettre dans l'apprentissage. On l'a donné aux régions qui en font autre chose, et donc on a perdu une partie de cet argent. Il faut le reprendre et le consacrer entièrement à l'apprentissage. Et puis, vraisemblablement, il faut aussi que les entreprises ou les filières professionnelles puissent avoir leur mot à dire dans les formations, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Plein de sujets ouverts. Donc, on va continuer le tour de table et en gardant du temps pour le débat, j'espère. Donc, Madame Brigitte Doriat, vous avez en fait, la transition est toute faite, puisque M. Frérot a quand même mis les pieds dans le plat sur le sujet lycée professionnel et les problèmes autour de leur gestion et de leur pilotage. Vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale et vous êtes dans cette direction donc, qui s'occupe des lycées pro et de la formation professionnelle. Donc vous allez nous exposer justement votre vision du problème, mais j'aimerais
que vous essayez de répondre déjà à ces critiques qu'on entend régulièrement sur les lycées pro. C'est-à-dire que à ces cohortes de jeunes qui sont formés pour des métiers qui ne débouchent sur rien. Moi, j'ai en tête ce chiffre de 80 000 dans les métiers tertiaires, dans les métiers de secrétariat, de bureautique, où on ne trouve pas de débouchés. Donc vous êtes quand même interpellés par les experts du sujet. Donc si vous pouviez déjà commencer à répondre à cette interpellation. Merci. Alors, donc effectivement, j'en charge l'ensemble des lycées et la formation professionnelle, c'est-à-dire pour la formation professionnelle initiale, dont l'apprentissage, mais pour les compétences de l'éducation nationale, puisque la compétence est partagée avec le ministère du Travail. Et puis, la relation éducation-économie. Et nous sommes opérateurs en formation continue, par décret. Alors, par rapport à la question que vous posez sur cette performance, ces jeunes que l'on forme excessivement, c'est-à-dire finalement ce qu'en Europe on appelle le mismatching entre la formation et l'emploi, je suis désolée, ce n'est pas responsabilité de l'éducation nationale. C'est une affaire de carte des formations qui dépend des régions. Et bien évidemment, cette carte est élaborée avec l'éducation, avec les partenaires professionnels, mais il y a un certain nombre de rapports très intéressants qui montrent la difficulté objective qu'il y a à travailler sur ce sujet-là et à faire une relation formation-emploi, sans compter que lorsque l'on crée des sections, entre le moment où on crée la section, on forme et on débouche sur l'emploi, il y a du temps qui se passe. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Donc je ne dis pas cela pour que l'éducation nationale se défausse, mais parce qu'il y a une difficulté et voilà, ce n'est pas nous pour une fois. Donc, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que sur ces sujets-là, nous travaillons ensemble. C'est-à-dire que nous travaillons avec le monde économique et nous pouvons effectivement travailler encore plus en renforçant certains liens de travail. Nous travaillons avec les régions au niveau rectoral, nous travaillons avec Région de France, nous travaillons en interministérialité, donc nous ne travaillons pas tout seuls. Donc sur cette performance-là, oui, nous savons, et il y a une étude très intéressante de France Stratégie, que nous avons besoin d'adapter la carte de formation. Et nous essayons de créer des outils, et des outils qui réunissent ces acteurs. Je vais citer un outil, qui est le campus des métiers et des qualifications, qui réunit des acteurs de la formation professionnelle, alors quel que soit le statut scolaire, apprenti, il s'agit de la formation continue, sur tous les niveaux de qualification, les partenaires économiques, ce sont des sujets qui sont coportés avec les régions, c'est-à-dire qu'on fédère tout le monde et autour d'une filière stratégique. Et c'est-à-dire c'est là, je dirais, on est sur un niveau de travail concret sur lequel on peut agir. Alors qu'élaborer une carte des formations régionales, surtout avec la dimension actuelle des régions, c'est un exercice vraiment complexe. Voilà. Donc, nous avons ce type d'outils que nous développons pour améliorer le sujet. Je voudrais revenir sur les éléments de diagnostic, si vous le permettez. Parce que, si vous voulez, sur la possibilité de rattraper le train, comme vous le disiez, monsieur, pour des jeunes qui ont décroché, nous avons créé le droit au retour en formation. C'est-à-dire qu'un jeune qui a décroché, qui n'a pas de qualification professionnelle, bénéficie d'un droit opposable à reprendre une formation professionnelle sous statut scolaire, c'est-à-dire dans nos lycées, sous statut d'apprenti ou sous statut du stagiaire de la formation continue. Et ces statuts, ce sera en fonction du conseil qui lui sera apporté ou de ses appétences. Mais il existe ce droit. De même que nous avons développé le droit au maintien en formation, notamment pour les jeunes qui passent le bac, et ce seront particulièrement concernés les jeunes qui échouent au baccalauréat professionnel, 70% ne retentent pas leur chance. Donc nous avons créé ce droit à redoubler l'établissement d'origine. Nous avons, ils bénéficiaient déjà de la conservation des notes pour les encourager à retenter leur chance pour qu'effectivement on ait moins de jeunes si près du but qui sortent sans qualification, parce qu'effectivement l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme, c'est dramatique. En ce qui concerne l'insertion des jeunes, il est très clair, et surtout sur les niveaux qui sont dans mon cœur de métier, c'est-à-dire, je suis sur le scolaire, d'enseignement supérieur, c'est-à-dire les CAP, baccalauréat professionnel, ou bien diplôme de ces niveaux-là. Il est très clair qu'en apprentissage, on s'insère beaucoup mieux que sous statut scolaire. Ça, c'est une donnée. Donc, un jeune qui passe par l'apprentissage s'insère mieux. Maintenant, la politique que nous développons, qu'est-ce qu'elle produit comme résultat? C'est ce que vous disiez, c'est que finalement, on développe l'apprentissage à la formation supérieure, c'est ce que donne comme résultat finalement ces efforts politiques, alors qu'ils régressent sur les niveaux du CAP du Bac Pro, c'est-à-dire les niveaux 5 et 4. C'est une première donnée. Donc, il y a un effort politique, mais qui
qui ne porte pas sur ceux qui ont le plus besoin de cette aide de l'alternance pour s'insérer professionnellement. Parce qu'à partir du BTS, mais surtout sur un niveau supérieur, on ne voit quasiment plus d'écart. BTS, il y en a encore, et au-delà, il n'y a plus d'écart entre un apprenti et un non-apprenti. Ça, c'est une première donnée. Donc, on a quelque chose à rectifier en politique publique. Deuxième donnée, nous regardons les taux d'insertion. Et ça va nuancer le propos. Mais il faut regarder les taux d'accès au diplôme. Et sur les taux d'accès au diplôme, il y a plus de décrochage en apprentissage que sous statut scolaire. Donc, il faut regarder l'ensemble. Oui, oui. Alors, vous regardez le rapport de la Cour des comptes. Nous avons des statistiques que nous ne publions pas parce que les CFA ne répondent pas suffisamment, mais nous sommes dans un décrochage de l'ordre de 10% en statut scolaire, et ce n'est pas glorieux pour les bacheliers professionnels. Il est autour des 30% sur l'apprentissage. C'est-à-dire rupture de contrat d'apprentissage sans reprise de contrat derrière. Donc, il faut regarder l'ensemble de ces données. Ce qui nous préoccupe, quel que soit le statut, c'est-à-dire que ce soit par apprentissage ou statut scolaire, c'est qu'un jeune qui entre dans la voie professionnelle arrive à un diplôme et trouve une insertion. Ce qui fait que la question que nous nous posons, et par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur, par exemple, le faible développement de l'apprentissage en France, c'est ce que vous avez dit aussi, des jeunes qui arrivent en entreprise, qui postulent un contrat d'apprentissage, qui n'ont aucune compétence professionnelle. Et surtout ces premiers niveaux de qualification, c'est très difficile à gérer. Donc la question que nous commençons à nous poser, c'est où poser le contrat d'apprentissage? Est-ce qu'il faut forcément le poser sur un cursus complet, c'est un jeune qui sort de 3e, et souvent de SEGPA, c'est-à-dire des gens qui sont en très grande difficulté et qui sont peu acceptés d'apprentissage, ils vont essentiellement sous statut scolaire. Et ne faut-il pas plutôt les former dans le cadre du lycée, avec bien sûr une alternance, et en fin de parcours, ou, et c'est ce que nous demande de plus en plus le monde économique, par une qualification complémentaire qui permet une spécialisation, ou bien de développer des formations qui sont plus ouvertes sur les évolutions technologiques. Alors je pense par exemple à un deuxième CAP, ce premier niveau de formation, un baccalauréat professionnel, on parlait des tertiaires administratifs, suivi d'un titre professionnel de gestion de paye. Il y a des solutions de cette nature-là qui répondent aux besoins du marché du travail, et à ce moment-là, on peut avoir le complément d'apprentissage. Et on crée le lien avec l'entreprise, le monde économique, et on pourrait favoriser l'insertion, et en saturant moins le milieu économique qui, effectivement, accueille moins que dans d'autres pays. Donc nous réfléchissons effectivement à ces solutions-là. Et lorsque nous avons travaillé, sur la demande de la ministre précédente, au développement de 500 formations sur les métiers d'avenir ou en tension, et que nous avons fait remonter les informations des académies, nous avons vu que le terrain pratique beaucoup ces solutions-là, qu'elles ont co-construites avec le monde économique. Voilà, et j'aurais plein d'autres choses à dire, mais je crois que le temps est compté. Merci beaucoup, c'est très intéressant et ça montre que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser. Donc évidemment pas d'idée simpliste sur le sujet, mais on va essayer d'en débattre. Mais avant cela, on va écouter Anne Tesnas du Moncel. Donc Anne, tu es, je peux te tutoyer parce qu'on est confrères, donc elle travaille aussi pour Challenge, mais en dehors de cela, elle fait une étude passionnante, notamment suscitée par l'Institut de l'entreprise sur les décrocheurs, et notamment ce qu'on appelle en jargon les NEET. Ces décrocheurs, donc je vous disais, il y a un stock entre guillemets de 2 millions, ce qui est affolant, mais quelles expériences marchent pour les réintégrer? Donc Anne a regardé ça de près, et elle va nous donner quelques pistes de réintégration très intéressantes. À toi. Ça marche là? Bonjour à tous. Oui, en fait, moi j'ai fait, et c'est ce qui m'a beaucoup plu d'ailleurs dans la demande de l'Institut de l'entreprise, c'était d'aller à la recherche de méthodes qui fonctionnent. Donc d'abord, ça faisait du bien en termes d'optimisme. Et surtout, il n'y avait aucun a priori, ni sur le nombre de jeunes traités, ni sur les méthodes. Donc en fait, j'ai pu faire une balade en France à travers des lieux, des gens, des méthodes complètement différentes et qui, à ma grande surprise, en fait, avaient des leviers de succès extrêmement communs, c'est-à-dire partagés. Ces méthodes, je vois Frédéric Coste de Sans Chance, Sans Emploi, là, qui est là. Il y a les écoles de production, l'école de production Gorge de Loup, NQT, dans un tout autre registre, Open Classrooms, l'école 42, un tout petit écosystème qui s'appelle Paris Jeunes, près de Lille, et qui s'occupe de jeunes extrêmement loin de l'emploi, qui parfois cherchent un emploi depuis 5 ans. Donc voilà, au total, on en a vu 6. D'ailleurs, je crois que vous avez eu la note
dans les cadeaux de la journée. C'est très intéressant de vous écouter parce que le mot SAS que vous avez prononcé, c'est une des clés de ces méthodes. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, il n'y a aucun prérequis à l'entrée. Mais toutes ont une difficulté qui fait d'une certaine manière un peu froid dans le dos, c'est alors qu'elles ont un succès phénoménal, les jeunes, il faut qu'elles aillent chercher les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus envie. Et je pense, et moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un énorme chantier psychologique, avant même de parler de compétences, de job, c'est qu'il n'y a plus d'envie. Et ça, c'est extrêmement grave, sachant que vous savez qu'on a un recruteur en face qui s'appelle Daesh, qui lui peut être motivant pour tout un tas de gens qui sont sur le carreau. Donc ça, cette dimension psychologique, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle était extrêmement abordée et traitée par ces différentes méthodes. Si je ne peux pas parler des 6, mais j'ai envie de parler de ce qui m'a le plus étonné. Par exemple, l'école de production Gorgelou, donc où cette école est à la fois une entreprise. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle ne peut pas se rapprocher plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui de l'éducation nationale, malgré une vraie reconnaissance, je dirais, mutuelle. Donc cette école produit des choses. Et cela génère entre le jeune et les maîtres professionnels un rapport de co-responsabilité par rapport à la réalisation de ce qu'ils ont à faire. Et ça change tout. Tout simplement, d'ailleurs à l'école de Gorgelou, les maîtres professionnels sont d'anciens décrocheurs. Ça aussi, ça change tout. En termes de relations, de respect. Et cette dimension psychologique me semble être absolument prioritaire. Pas seulement d'ailleurs pour que le jeune retrouve confiance en lui, ce qui est quand même une clé absolument essentielle, mais aussi parce qu'on parle beaucoup, et on traite ça dans Challenge, des soft skills, qui sont des qualités relationnelles demandées de plus en plus par les entreprises, et que la confiance en soi, la créativité, la capacité à travailler en équipe, c'est une demande absolument constante des entreprises. Donc, ce qui est frappant dans ces méthodes, c'est qu'aussi, elles font du sur-mesure. Alors, chez Open Classroom, c'est intéressant parce que ils ont à la fois la relation individuelle entre un mentor et un élève, et la capacité, grâce au web, grâce aux nouvelles technologies, finalement, de traiter des milliers et des milliers, d'enseigner à des milliers de jeunes en même temps. Le Mastery Learning, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, en tout cas moi j'ai découvert à cette occasion, et je pense qu'elle mérite réflexion, c'est qu'elle repose sur deux piliers. Un, le fait qu'on ne change jamais de niveau tant que l'élève n'a pas compris. On le suit. Et donc c'est extrêmement individualisé. Et le deuxième élément, c'est qu'on apprend en faisant et par l'expertise. Donc là, on retrouve le fameux learning by doing de l'école Gorge de Loup, qui est aussi ce dont on parle toute l'année à Stanford. Donc on peut trouver derrière un établi près de Lyon quelque chose qui est considéré comme le nec plus ultra de la pédagogie. Donc ces jeunes retrouvent le plaisir. Moi, je n'oublierai jamais la tête d'un jeune qui s'appelait Alban à l'école de Gorge de Loup, qui avait 17 ans, et qui m'expliquait avec des étoiles dans les yeux comment il avait compris le théorème de Pythagore en faisant une pièce. Ça, je me dis, c'est magique. C'est-à-dire, c'est ça l'enseignement, c'est ça la pédagogie. Donc la pédagogie est au cœur de ces méthodes, et ça, c'est extrêmement important. Donc du sur-mesure, évidemment beaucoup d'adultes autour des jeunes, beaucoup de notions de SAS, et puis beaucoup, et ça c'est le cas de Sans chance, sans emploi, un lien extrêmement fort et de très grande proximité entre les gens qui forment et les entreprises autour. Il y a tout un écosystème, et souvent, et c'est le cas aussi de Sans chance, sans emploi, il y a non seulement les entreprises du bassin d'emploi, mais il y a tous les représentants des chambres de commerce, de Pôle emploi. Tout le monde participe à ce qu'il appelle les déjeuners emploi, où les jeunes vont se présenter auprès d'entreprises. Donc il y a vraiment des dynamiques extrêmement intéressantes et qui donnent des réussites de 100%. Donc autre rapport à la pédagogie. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'au fond, d'abord il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un jeune connaît spontanément à peu près 25 emplois, alors qu'il y en a 25 métiers, alors qu'il y en a 11 000. Donc on voit le gap aussi, hein, qui est en termes d'imagination, de projection, d'orientation. 25 métiers pour 11 000 à peu près répertoriés existants. Le gap est absolument énorme. Et puis, voilà, dernier point, je pense que tous font du sur-mesure, et toute la question, c'est comment, à partir de ces méthodes dont on a analysé tous les leviers de succès dans la note, comment réussir à faire ce sur-mesure à grande échelle. Merci beaucoup
Il nous reste 10 minutes pour le débat. Je lance la première question et après... Oui. J'ai oublié un cas, mais qui me paraît extrêmement important parce qu'il raconte à quel point le monde est en train de changer. C'est qu'un des élèves d'Open Classroom a 12 ans, donc il est dans l'enseignement général, et il fait en même temps une formation, un parcours diplômant Bac+4. Voilà, ça c'est aussi le nouveau monde. Merci. Donc, il nous reste 10 minutes de débat. Je lance la première question. Après, ce sera à vous. J'aimerais bien revenir à Monsieur Charbonnier, en fait. Vous avez exposé votre diagnostic, vous avez écouté nos intervenants. Si on compare à nos voisins, quel est votre rapport d'étonnement? Est-ce que notre système un peu bizarroïde avec des lycées professionnels et un système d'apprentissage, on voit bien de ce que nous ont dit les intervenants, ça a du mal à se connecter. C'est compliqué. Et il y avait quand même une proposition chez le candidat Emmanuel Macron de fusionner les deux. Bon, visiblement, ça a disparu, c'est plus d'actualité, mais peu importe. Est-ce que c'est pas le sujet? Est-ce qu'il ne faut pas vraiment casser un peu ce système sur le plan institutionnel pour avoir une vraie force qui fusionnerait ces deux institutions? À ma connaissance, je ne pense pas que le problème soit d'avoir des institutions différentes, qu'il y ait un problème de gouvernance, mais ce que j'ai entendu et ce que je pense dans mes chiffres internationaux, et je pense à PISA tout de suite, c'est vraiment le problème des compétences des élèves qui sont dans les lycées professionnels. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ce sont des élèves qui ont des grandes lacunes, c'est des élèves qui n'ont pas été aidés suffisamment dans les premiers niveaux d'éducation. On a parlé du CP, mais même en école maternelle, au CP, au collège, qui se sont retrouvés avec des grandes lacunes sur les compétences de base, lecture, mathématiques, sciences. Je vais vous donner un exemple dans PISA. On a comparé les résultats entre les élèves qui sont scolarisés dans des secondes générales et technologiques avec ceux qui sont en seconde professionnelle, donc c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas redoublé à l'âge de 15 ans. Dans tous les cas, il y a 4 ans de scolarité de différence. C'est-à-dire que quand on regarde les performances des élèves dans seconde professionnelle, ils sont au niveau de la Turquie, un des pays qui a les performances les plus bas au niveau de l'OCDE. Quand on prend ceux qui sont en seconde générale et technologique, ils sont presque au niveau du Japon, qui est un des pays qui réussit bien. Et je crois que c'est ça le problème. Quand on fait la même comparaison en Allemagne, en Suisse, en Autriche, au Royaume-Uni, les performances sont quasi identiques, et même sur l'Allemagne, ceux qui sont dans les filières professionnelles ont des meilleures compétences de base que ceux qui sont dans les filières générales. On comprend avec tout ça que la poursuite d'études, une fois obtenu le bac pro, ça devient compliqué. En Allemagne, c'est normal qu'on puisse aller faire un master dans des filières professionnelles, vu qu'on a déjà des bonnes compétences qui vont permettre de continuer si on le désire. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a des progrès qui ont été réalisés, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais si on n'investit pas pour réduire les inégalités, pour permettre à tous les jeunes d'avoir de meilleures compétences, on va se retrouver dans la même situation. Et si en plus on ajoute que les filières professionnelles ne sont pas très attractives pour les parents et qu'on met tous ceux qui sont en échec dans ces filières, ben on peut discuter pendant longtemps, mais je pense que c'est vraiment le nœud du problème. Et c'est peut-être l'erreur de plusieurs décennies où on a oublié d'investir encore une fois dans le primaire, au premier niveau d'éducation. Je donne quelques chiffres. Dans le primaire, la dépense par élève est inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE de 15%. Au lycée, elle est supérieure de 37%. Donc on comprend qu'il y a un déséquilibre de financement et peut-être on n'a pas investi en priorité là où on aurait dû. Merci. Donc vous confortez en fait la priorité du nouveau ministre avec sa mesure phare d'investir pour les élèves en difficulté au niveau du CP. Donc on est vraiment dans ce que vous dites. Alors, il nous reste quelques minutes. On a une question là-haut. Oui. Bonjour, voilà, j'avais une question pour Éric Charbonnier. Je voulais voilà, les enfants précoces, c'est aussi des enfants d'échec scolaire. Et à l'école, c'est très compliqué. Donc il n'y a pas que des enfants qui ne savent pas lire et écrire, il y a des enfants qui savent lire et écrire déjà tout seul, presque, entre guillemets, à 5-6 ans. Et moi, j'ai une expérience d'un de mes enfants qui a beaucoup galéré parce que c'est ça aussi, donc ça peut interroger l'école. Et ma deuxième question, c'était pour Anne Tézenas, juste si on pourra avoir les noms des écoles que vous donniez, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, mais... Non, je ne l'ai pas. D'accord, donc il faut lire le livre.
Le livre est disponible sur Internet et je pense à la sortie aussi. Je vais vous les citer. Donc il y a Paris Jeunes, NQT, l'école 42. Je ne sais pas comment ça s'écrit, donc... NQT comme ça se prononce. C'est Nos quartiers ont des talents. Oui, mais qui se dit maintenant NQT. D'accord. L'école 42, Sans chance, sans emploi, l'école de production Gorge de Loup. On est à combien là? Paris Jeunes. Merci. Voilà, je ne sais pas si madame voulait répondre sur les enfants précoces. Je suis loin d'être une spécialiste du sujet, mais c'est vrai qu'effectivement, les enfants intellectuellement précoces sont aussi des décrocheurs potentiels et que effectivement, ils sont pris en compte et je dirais que normalement, il y a des formations justement pour accompagner, mieux accompagner ces enfants-là qui se trouvent, sinon effectivement en risque de décrochage. Mais je n'irai pas plus loin parce que je ne voudrais pas dire de choses que je ne maîtrise pas. Merci. Il y a une question devant. Ah, vous voulez, allez-y. Oui, juste pour ajouter, c'est vrai que le système d'éducation français a eu du mal pendant longtemps à gérer la différence, quels que soient des élèves, quand on a des difficultés ou quand on est précoce, les difficultés sont les mêmes et c'est ce qu'on voit dans les statistiques internationales, c'est que souvent ce qui est ressorti, c'est que la formation initiale des enseignants, il ressort que les enseignants français sont mal préparés sur le volet pédagogique du métier, alors qu'ils ont beaucoup de compétences sur les connaissances des matières. Donc investir sur la pédagogie, comme c'est en Allemagne, il y a un module qui est totalement destiné pour gérer, détecter les difficultés chez les élèves ou alors les élèves qui sont précoces ou en avance pour pouvoir remédier et faire un enseignement plus personnalisé. Merci, j'imagine que ce que vous dites parle à notre public enseignant. Alors d'autres... monsieur. Oui, merci infiniment. J'avais une question sur la dimension, la réalité géographique de la problématique dont vous débattez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des régions plus concernées que d'autres par ces problématiques de l'apprentissage? Je pose d'autant plus la question que ça soulèverait, engagerait une réflexion sur la manière de faire se rencontrer la demande de jeunes d'apprentissage et les possibilités offertes par les entreprises et en veillant à ce qu'un jeune puisse effectivement entrer en apprentissage dans l'entreprise qu'il a identifié, correspondant bien à son projet, mais au moindre coût en termes de déménagement ou que sais-je encore. Alors, problèmes régionaux, est-ce que vous voulez répondre, madame? Vous avez les éléments? Je dirais que c'est vrai pour l'apprenti, c'est vrai également pour d'ailleurs les lycéens professionnels. Hein, aussi bien dans leur choix d'orientation, on sait qu'ils choisissent plus la proximité que l'appétence pour une formation, et ce qui est un des facteurs d'explication du décrochage. Alors, là, on rejoint une affaire de cartes, mais sachant qu'on ne peut pas tout offrir partout. Nous avons malgré tout une politique de développement des internats, les régions aussi des politiques d'accueil des entreprises. Et il y a une des solutions qui ont été apportées aussi par un texte de loi pris récemment qui autorise les CFA à pratiquer de l'enseignement à distance. Et ce qui peut permettre à un jeune, effectivement, qui a un contrat d'apprentissage près de chez lui, mais le CFA ou le lycée professionnel qui peut aussi offrir des formations par apprentissage, plus loin, de finalement pouvoir signer ce contrat d'apprentissage. Alors là, nous sommes sur les débuts, ce sont des textes qui ont été pris l'année dernière, mais effectivement, et de façon globale, ce sont des politiques d'internat, mais aussi d'identification des lieux, et c'est là aussi que les personnels d'orientation ont un rôle énorme à jouer, par rapport pour un jeune qui a un vrai désir professionnel, et nous en avons, hein, parce que la voie professionnelle c'est très 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 hétérogène, hein, aussi bien en niveau qu'en orientation. Bon. Mais d'offrir effectivement le paysage des formations, qu'elles soient sous statut scolaire ou en apprentissage, de préférence à proximité, sinon d'avancer les solutions d'internat, voire aussi, ce qu'on ne fait probablement pas suffisamment au niveau de l'orientation, parce que ce n'est pas tout à fait le job de conseiller d'orientation, c'est lever ce qu'on appelle les freins non financiers. Ce sont tous les autres freins qui vont empêcher un jeune de poursuivre son projet. Très bien. Merci. Pierre Ferracci veut dire un mot là-dessus. Je compléterai simplement en disant, mais c'est sur une autre question que je voulais réagir, que les dynamiques d'apprentissage sont en général beaucoup plus fortes dans les régions qui se portent bien, où le dynamisme économique est plus intéressant. Ce
qui permet de rebondir sur un autre aspect. Moi, je suis ravi que dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage et l'alternance se soient développés. Je regrette que ce soit parfois un petit peu par effet d'aubaine et pour capter des financements, parce qu'il y a des terrains où l'alternance, la recherche de stage ou de position d'alternance, c'est plus facile que d'autres. Et quand on sort de l'enseignement supérieur, c'est sans doute plus simple que sur d'autres terrains. Donc moi, je distinguerais le problème financier qui a été évoqué, y compris par Antoine Ferraud. Je pense qu'il n'y a pas assez de moyens aujourd'hui pour l'apprentissage en général. Et puis la répartition de ce financement. Il y a clairement aujourd'hui un effort à faire sur les terrains où on est en difficulté, parce que les chiffres effectivement sont éloquents. On a plutôt progressé en haut dans l'enseignement supérieur, mais comme ça ne bouge pas, et même ça régresse un petit peu, ça veut dire qu'on a régressé beaucoup en bas. Mais effet d'aubaine, vous pouvez penser à quoi? C'est quoi? C'est HEC qui fait de l'apprentissage en utilisant la taxe d'apprentissage, c'est ça? Disons que parfois la taxe d'apprentissage n'est pas forcément nécessaire pour développer des situations d'alternance. Voilà ce que je dis. Il y a des moyens de financement qui peuvent se trouver plus facilement ailleurs. Je trouve, pour être aussi acteur en tant qu'entreprise de recherche d'alternance, on n'a pas toujours besoin d'avoir le financement qui était évoqué pour prendre des gens en alternance. Quand le besoin est concret pour l'entreprise et quand le besoin est évident aussi pour l'étudiant qui arrive en alternance, on peut trouver des solutions un petit peu à côté. Ce que je veux dire, c'est que de deux choses l'une, ou on augmente sensiblement l'enveloppe de l'apprentissage, et à la limite tant mieux si l'enseignement supérieur peut en bénéficier comme il a fait ces dernières années, ou on ne l'augmente pas, et dans ce cas-là, il y a des choix prioritaires à faire. Et les choix prioritaires, c'est plutôt vers le bas qu'il faut se tourner. Deuxième élément que je voudrais souligner, je pense qu'il faudrait se pencher, quand on regarde la réussite du système allemand, sur le fait que les personnes en apprentissage en Allemagne y entrent plus tardivement que chez nous. Je crois que l'écart est de l'ordre de 2 ans. Hein. À cause du SAS. Oui, oui, tout à fait. Mais à cause du SAS et grâce au SAS, je dirais, d'une certaine façon. Mais peut-être qu'aussi, il y a une réflexion à avoir sur le fait que si l'apprentissage est mal perçu, si les métiers qui sont des débouchés des apprentis sont mal perçus, c'est peut-être aussi qu'on a l'impression qu'on se spécialise à outrance dans un monde où tout bouge. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, et au collège comme au lycée, il faut renforcer l'apprentissage des matières fondamentales, parce que les salariés de demain vont changer beaucoup plus souvent d'emploi, beaucoup plus souvent d'entreprise, beaucoup plus souvent de territoire, et ils ont intérêt à maîtriser des compétences transversales et des compétences fondamentales. Et c'est pour ça que la question de l'entrée en apprentissage et de l'âge d'entrée en apprentissage est pour moi une question clé. Je parle de l'Allemagne, d'ailleurs, je crois que la Suisse est aussi dans la même situation, ça rentre un peu plus tardivement, parce que le système est mieux maîtrisé, et que la question du SAS est mieux traitée aussi chez elle. Et troisième élément, si je peux me permettre, en général, je suis d'accord avec Brigitte Doriat, je vais faire une petite critique quand même sur l'éducation. Les campus des métiers et qualifications, bien entendu, en tant que président du CN2E, je suis tout à fait pour leur développement. Je trouve qu'il y en a un peu trop parce que tout le monde y va et ça devient une question un peu politique d'avoir son campus. Mais c'est une très bonne démarche qui montre bien que l'éducation, les régions, les branches professionnelles sont capables de travailler ensemble et de donner une lisibilité à l'offre de formation. Je me rappelle, c'était il y a 6 ans, c'était pas il y a un siècle, hein. Je travaillais avec une région que je ne citerai pas, où il y avait 2 rectorats d'ailleurs, qui est plutôt plus au sud qu'au nord, et nous travaillions sur le contrat de plan de formation régional professionnel, qui doit être signé par les recteurs, il y a 2 recteurs, il y a 2 rectorats, par les recteurs et par les préfets, et qui mêle aussi les partenaires sociaux, mais qui n'ont qu'une voix consultative. Je me rappelle, il y a quelques années, d'un recteur qui trouvait pas tout à fait normal que les branches professionnelles, que les partenaires sociaux soient consultés, je dis bien consultés, hein, pas décideurs, sur la carte de formation. Bon, on a progressé depuis, moi je m'en félicite. Il y a encore parfois un petit peu de chemin à faire pour que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, entre les branches et l'éducation, marche un petit peu mieux que chez nous. D'accord. Alors, on est proche de la conclusion. Monsieur Frérot, alors vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, un petit mot sur l'aspect régional ou territorial. Moi non plus, je n'ai pas de chiffres pour savoir quelle ou telle région est plus ou moins touchée. Mais le problème de l'espace est un vrai problème pour l'alternance. Au passage, je me réjouis d'entendre que si le ministre ne veut pas forcément rapprocher apprentissage de lycée professionnel, il parle bien d'alternance. Et donc, ça revient au même. L'alternance, ça suppose de recevoir des cours dans un endroit et de faire son stage ailleurs. Il faut donc se déplacer. Et parfois, il faut 2 domiciles. Donc, c'est un vrai problème de sous.
Les entreprises peuvent régler le problème du déplacement. Ça coûte cher de régler le problème du deuxième logement. Généralement, leur premier, c'est leur logement, leur domicile familial. Et c'est pour ça que cette logique de l'alternance ou de l'apprentissage, si je veux élargir le champ, elle doit être traitée territorialement pour limiter les déplacements. C'est pour ça que le fait que les régions soient en charge de la formation professionnelle est une bonne idée, à condition qu'elles savent en faire quelque chose. Or, ce qu'elles en font est une catastrophe. Et elles ont mangé la moitié des sous de l'apprentissage pour rien. Voilà, j'ose le dire. Il faudrait déjà leur dommage qu'il n'y ait pas un représentant des régions. Et on en aurait suffisamment, Pierre, pour faire tout ce qu'on aurait à faire si on utilisait bien cet argent. Mais reste le problème du logement, du deuxième logement souvent, d'où les problématiques d'internat, qui, quand elles existent, sont les meilleures, bien évidemment. Chez nous, chez Veolia, on a créé des internats. On a créé 800 chambres parce que c'est la seule manière de pouvoir résoudre ce problème de logement. C'est un vrai problème dès lors qu'on n'est pas à distance pour pouvoir rentrer chez soi dans l'un des deux lieux. Voilà. Merci, on a dépassé. Donc je vous remercie pour votre attention. Ce débat a été très intéressant. On a avancé. On n'a pas réglé le problème, mais on a bien avancé. Merci.